2012. Université d'Aston, Birmingham. Ben Francis, jeune étudiant de 19 ans le jour et livreur de pizza le soir, s'apprête à créer l'entreprise que l'on surnommera des années plus tard la réponse du Royaume-Uni à Nike. Pour cause, en 2020, celle-ci était valorisée à plus d'1 milliard de livres sterling. Alors, comment un simple passionné de fitness a pu devenir, en l'espace de quelques années seulement, le couturier de ses héros? Cette histoire passionnante, c'est celle de Gymshark. Métro, boulot, dodo, c'est un petit peu le quotidien de Ben en 2012. Au milieu des cours et des pizzas, il se passionne très vite pour le sport et plus particulièrement pour le fitness. À l'époque, YouTube est loin de proposer autant de contenu sur le sujet et ses porte-étendards n'ont pas la notoriété de ceux d'aujourd'hui. Naturellement, le jeune homme se prend d'admiration pour certains d'entre eux comme Ziz, Jeff Said ou encore Lex Griffin. Des créateurs massivement suivis à l'époque et qui, avec le temps, sont devenus de véritables légendes vivantes dans leur milieu. Toutes ces figures deviennent ses héros. D'ailleurs, c'est un terme que Ben utilisera lui-même pour les qualifier lors d'une interview sur la création de sa marque en 2020. Yeah, so it was at this point, so going back to what I said earlier, we had like our heroes were on YouTube, right? Our heroes weren't anywhere else, and growing up it was all around sort of heroes, Matt August, Chris Lovato, Jeff Side, Alan Gabay, Lex Griffin in Manchester. Those were the people that we were watching on YouTube and following on Facebook at the time. En les percevant de cette manière, il fait naître un rêve, celui d'aider ses héros et ceux de demain dans leur quête et la réalisation de leur objectif. Et ce rêve pour lui porte un nom, Gymshark. Ça y est, la machine est lancée. Du moins, l'idée est là, car son emploi du temps et ses moyens le heurtent à des problématiques majeures. Ce qui soulève une question centrale. Comment toucher, attirer et intéresser à grande échelle avec des produits qu'il n'a pas les moyens de fabriquer en grande quantité et de stocker convenablement? La réponse se trouve dans le dropshipping, un concept qui a vu le jour aux États-Unis et au Canada. Celui-ci se base sur le principe de vendre des produits qu'on ne possède pas. Formulé autrement, celui qui a recours à cette pratique n'est autre que l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. De nos jours, le dropshipping est devenu controversé tant auprès de nombreux consommateurs que de multiples professionnels, mais à cette époque, il s'agissait d'une approche originale, peu commune et relativement peu développée. Au bout du compte, un site internet est mis en place, proposant essentiellement au départ des compléments alimentaires. Même si ces produits ont été acceptés et compris, ils ont longtemps été pris pour ce qu'ils n'étaient pas, à savoir des produits dopants. Le jeune homme n'échappe pas à ce cliché et à cette image qui lui colle à la peau, notamment lors du lancement de son site de dropshipping. En temps normal, ce choix aurait eu l'effet d'une vraie balle dans le pied, mais il a su en faire une force. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore question de s'adresser à tout le monde. Non, au départ, sa cible regroupe essentiellement des personnes éveillées au monde du fitness, à l'image de Ben et de son groupe d'amis avec qui il s'entraîne régulièrement. 2 mois passent sans aucune activité sur son site, jusqu'au moment où sa patience le récompense avec une première commande. Cette première commande est symbolique à défaut d'être très élevée. Cette commande de 2 livres, soit un peu plus de 2 €, va avoir l'effet d'un déclic. Petit à petit, ses ambitions grandissent au rythme de la demande. 1 an plus tard, elle le pousse à étendre sa vision au point de vouloir créer une véritable marque de vêtements. Il ne lui en faut pas plus pour élire domicile dans le garage de ses parents afin de concevoir les différentes pièces fabriquées sur la base de ses ventes. Les économies réalisées avec son job étudiant lui permettent de mettre la main sur une machine à coudre et une imprimante sérigraphique achetée pour la maudite somme de 1000 £. Grâce à cette nouvelle proposition, la petite société grandit à tel point que sur sa première année, elle enregistre près de 500 £, de ventes par jour. Cette croissance significative va par la suite donner l'opportunité à la marque d'assurer sa présence au salon fitness Body Power de Birmingham, l'un des plus gros du pays à l'époque. Et là, c'est le carton. Tout le stock s'arrache en 24 heures. Une réaction en chaîne s'ensuit puisque le vêtement dit luxe, qui est l'article phare du salon, devient viral sur Facebook, la plateforme qui enregistre déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs en 2013. Tellement viral qu'en seulement 30 minutes, ce ne sont pas moins de 30 000 £, de ventes qui assiègent le site. Ben est alors contraint de le suspendre temporairement afin de pouvoir suivre et d'assurer toutes les commandes. L'international relève maintenant de l'opportunité et plus seulement du rêve. Bien que le potentiel de Gymshark ait été confirmé, Ben se retrouve maintenant devant de nouvelles barrières. En effet, comment assurer l'ensemble de ses commandes sans freiner son processus?
mais surtout comment démarcher ces héros qui l'ont longtemps fait rêver pour en faire de vrais égéries. La réponse tient en 2 mots, expansion et marketing. S'il y a bien une clé centrale derrière le succès de Gymshark, c'est sa stratégie marketing. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la firme n'a pas attendu de se développer mondialement pour en avoir une. Avec le recul, on peut observer nettement ses contours tracés plus ou moins consciemment par le jeune homme dès 2013. Cette stratégie centrale repose essentiellement sur le marketing d'influence. Plutôt que de faire du marketing directement auprès d'un grand groupe de consommateurs, l'entreprise va engager et payer des influenceurs pour faire passer son message à sa place et attirer ainsi de nouveaux adeptes. C'est peu dire qu'à cette période, cette pratique était difficile à comprendre. Aujourd'hui, elle est intégrée par la plupart des gens, y compris ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Le PDG et cofondateur de Click Analytics, un acteur majeur du secteur, dira même sur le sujet: le marketing des influenceurs est une option moins traditionnelle, mais plus puissante, car elle permet aux marques de présenter un produit à travers une relation plus personnelle et intime à ses consommateurs. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2013, YouTube est sur une pente ascendante et fait de l'ombre à toute concurrence. Ben, un grand amateur de la plateforme et du contenu de certains vidéastes, se tourne logiquement vers elle pour tenter de les approcher. La même année, il contacte Chris Lavado et Lex Griffin, ses 2 youtubeurs fitness préférés, pour leur envoyer des échantillons de vêtements Gymshark. Cette démarche a 2 objectifs principaux. Le premier est de voir ce que vaut sa marchandise aux yeux de pratiquants confirmés. Le second, et peut-être le plus important, puisqu'il s'agit de créer un premier contact avec eux. Les retours sont extrêmement positifs. Si on oublie le fait qu'ils n'en tirent aucune rémunération, il faut dire qu'à l'époque, cette pratique n'est pas du tout aussi répandue, sans compter le jeune statut de la marque qui ne lui en offrait pas forcément la possibilité. Mais tout ça n'a pas vraiment d'importance puisque toutes les cases sont cochées, la société a enfin trouvé sa technique d'approche et elle ne la lâchera plus jamais. Après avoir conquis Lavado et Griffin, d'autres noms importants du fitness anglophone présents sur YouTube vont suivre. Le pari sera plus que gagnant car le site racheté en 2006 par Google connaîtra une croissance exceptionnelle et en 2021, YouTube enregistrait près de 2,2 milliards d'utilisateurs. À ce titre de comparaison, il en comptait 72 millions durant l'été 2006, soit une augmentation de près de 3500% en l'espace de 15 ans, ce qui est un véritable exploit. Fort de l'explosion de la plateforme et de l'intérêt du grand public pour le fitness, Ben n'a fait qu'intensifier au fil des années ce qu'il avait déjà réalisé en 2013. Les vêtements estampillés Gymshark commencent donc à être portés par une grande majorité de sportifs sur leurs chaînes respectives. Vous en avez d'ailleurs très certainement fait le constat, pour peu que vous ayez un intérêt même faible pour l'activité physique ou la nutrition. Et il y a une raison à ça. Le jeune homme ne s'est pas limité au Royaume-Uni. Effectivement, très tôt, il a démarché des créateurs de nationalités différentes au fur et à mesure de son exportation mondiale pour décupler sa puissance de frappe. Le public cible est clair et bien défini. Il est jeune, sportif et dynamique. La génération Y, c'est-à-dire toutes les personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, fait donc l'objet d'une attention particulière. Et bien que les hommes soient une priorité concernant le marketing de la marque, dans un premier temps, elle réalise sans tarder le potentiel du marché féminin, un segment qui représente tout de même près de 75% de ses ventes aujourd'hui. Tout semble glisser tout seul, oui, mais pas vraiment. Car au-delà de son positionnement, Gymshark possède un gros point faible face aux mastodontes du secteur, puisque Nike, Adidas et tous les autres bénéficient d'un grand nombre de boutiques physiques qui mettent en avant leurs produits et les rendent accessibles à des publics non seulement très différents, mais surtout bien moins ciblés. Ce qui semble être une grande faiblesse pour se faire une place, va être en réalité l'une des plus grandes forces de la marque. C'est pourquoi la création d'une première boutique Gymshark à l'été 2022 relève plus de l'événement que du développement. En réponse, la firme a apprivoisé les codes des principales plateformes utilisées par son public cible pour mieux distinguer son image de marque en s'y adaptant au maximum. En témoigne une forte présence sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube et même Pinterest ou encore Spotify. C'est un bel exemple de la stratégie de l'omniprésence ou du marketing omnicanal popularisé notamment par Gary Vaynerchuk, un des plus grands experts américains en marketing de contenu et en réseaux sociaux. Cette stratégie consiste notamment à faire en sorte que la marque soit absolument visible sur tous les supports possibles. Le marketing omnicanal s'appuie notamment sur l'effet de simple exposition.
Ce biais cognitif se traduit par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose suite à la simple exposition répétée de cette personne ou de cet objet. Bref, comme vous l'avez compris, les produits Gymshark envahissent les réseaux sociaux et les plateformes de contenu. Le jeune entrepreneur est précurseur. Par exemple, l'utilisation de Pinterest, pourtant snobée à l'époque par la plupart des marques, est judicieuse. Les collections y sont répertoriées et mises en avant pour apporter une valeur ajoutée au travail fourni sur les autres plateformes. Spotify, quant à lui, sert à créer des playlists répertoriant les morceaux écoutés par les différents athlètes durant leur entraînement. C'est un bel exemple de biais d'association. À travers le biais d'association, le cerveau considère certaines informations comme étant favorables ou défavorables en s'appuyant sur une association d'idées. Il y a là une vraie volonté de créer des ponts entre les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas simplement de proposer un contenu reposté de manière identique partout. À ça vient s'ajouter la mise en place d'un défi TikTok relayé partout par les influenceurs associés à l'entreprise. Le principe est simple, les abonnés de la marque choisissent un objectif personnel et ensuite se prennent en photo avant et après les 60 jours dans l'espoir de gagner 1 an d'approvisionnement en produits Gymshark. En plus de susciter l'intérêt, cette initiative a pour but de renforcer le lien entre la marque et sa communauté. Ben n'a alors plus qu'à obtenir un engagement sans faille. Avoir des adeptes est une chose, les rendre fidèles en est une autre. En parlant de ça, c'est souvent l'élément qui fait défaut auprès de la plupart des entreprises qui peinent à pérenniser leur activité. D'ailleurs, c'est l'un des principaux challenges que rencontrent bon nombre d'entrepreneurs, de coachs, de consultants, de thérapeutes, de prestataires de services qui veulent passer au niveau supérieur. Le jeune entrepreneur n'y a pas échappé. Néanmoins, en creusant la question de manière approfondie, il découvre et surtout il tombe sous le charme d'une technique marketing redoutable, le FOMO. Concrètement, pour aller droit au but, il est question ici de pousser les personnes à rester connectées par peur de manquer de quelque chose, d'un produit ou encore d'un événement. Ce concept, considéré comme étant un syndrome, s'appuie sur la peur de manquer. Selon Larry Short, gestionnaire de portefeuille, conseiller principal en placement et directeur général chez Holy Wealth, un mastodonte de la finance au Canada, c'est cette même peur de rater quelque chose qui a raison du plus réticent des investisseurs. Concrètement, elle est intimement liée à un biais cognitif très connu, l'effet de rareté. L'effet de rareté est un biais cognitif qui pousse les individus à accorder plus de valeur à un objet rare et moins de valeur à un objet disponible en grande quantité. Le cerveau associe la rareté à un élément unique, positif, voire luxueux. D'ailleurs, le professeur de psychologie et d'économie comportementale à l'université de Duke définit bien le lien entre les deux puisqu'il dit « Le FOMO est la peur de regretter d'avoir pris la mauvaise décision sur la gestion de son temps ». Cette stratégie, Gymshark va particulièrement l'utiliser dans le cadre de ses promotions. Le Black Friday, période cruciale pour toute entreprise, notamment e-commerce, vis-à-vis de son chiffre d'affaires annuel et du déstockage de ses produits indésirables, fait l'objet d'une gestion toute particulière avec la campagne Blackout. Pour l'occasion, des produits exclusifs réservés aux promotions et présentés par des influenceurs partenaires sont mis en place. Cette approche permet, au-delà d'attirer l'attention, de donner un intérêt à suivre les promotions en offrant de l'inédit et une vraie valeur ajoutée aux yeux du consommateur. Une fois la date de lancement déterminée, s'ensuit la fermeture du site, n'affichant plus qu'un compte à rebours jusqu'à la date fixée. Lorsqu'il arrive à 0, le site réouvre ses portes avec un stock limité et l'impossibilité de réserver un panier. Le résultat est sans appel. En une journée, c'est 90% de produits vendus. De quoi faire écho au début tonitruant de la marque en 2013. Depuis sa création dans le garage des parents de Ben, Gymshark est devenue l'une des marques les plus influentes dans le milieu du fitness. La réponse du Royaume-Uni à Nike, grâce à un marketing avant-gardiste et à une connaissance parfaite de sa cible, a su faire de l'ombre au géant du sport avec sa boutique en ligne comme principal canal de vente. Valorisée à plus d'1 milliard de livres sterling en 2020, l'entreprise est maintenant bien installée. David Lade, Stephen Cowell, Nikki Blacketter, Karina L ou encore Lex Griffin, que Ben admirait avant le succès de Gymshark, en sont devenus le visage et les ambassadeurs. Le jeune homme les a d'ailleurs rejoints sur YouTube en postant du contenu sur sa propre chaîne à partir de 2017.
une nouvelle proximité naît à travers ces vidéos qui illustrent son quotidien. Un quotidien parfois pas si éloigné de celui des autres parce que, à ses yeux, même si les héros sont tout de suite imaginaires, ceux de notre monde sont semblables au regard de ce qu'ils ont d'humain. Il a compris que l'essence d'un héros réside dans ce qu'il a accompli pour les autres et non pas dans ce qu'il est en lui-même. Et c'est à travers Gymshark que Ben a finalement réalisé son rêve. What drives you now? Just having as big an impact as possible. Financially, I'm set. I'm fine. I'm beyond my wildest dreams as a kid growing up in the West Midlands. Like, this doesn't happen to people like me. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.